Les musiciens sont-ils tous des drogués? Faut-il impérativement se retourner le crâne pour faire de l'art de qualité? Ou peut-on aussi, par un enchaînement d'événements surprenants, faire de la bonne musique en étant en bonne santé mentale et physique? La réponse pourrait vous surprendre. Alors la dépression ou l'abus de substances font-ils partie des prérequis pour réussir une carrière musicale? Ou est-ce qu'il vaut mieux prendre soin de son corps avec de la bonne bouffe et un peu d'activité physique? C'est quand même dingue qu'on en soit arrivé à poser ces questions. Mais bon, je vais quand même prendre le temps d'y répondre parce que vu comment les stats sont effrayantes, au même titre que l'image de l'artiste dans l'imaginaire collectif, je pense qu'il y a besoin d'un grand coup de pied dans la fourmilière là. Bon les gars, j'en ai marre. Aujourd'hui j'ai la chance et le bonheur de vivre de ma passion pour la musique, sauf que quand je dois l'expliquer à des gens, j'ai toujours l'impression qu'on va me foutre dans une case. Résultat, je suis toujours en train d'expliquer que oui, je vois le soleil, oui, je fais du sport, oui, j'ai une vie sociale. Bref, on a une sale image quand même, et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Je voudrais avant tout clarifier ma posture concernant cette vidéo. Je ne suis pas là pour faire le moralisateur, mais je risque d'être parfois un peu brutal dans ce que je vais dire. Tout simplement parce que je vais essayer d'être le plus complet et le plus factuel possible, et comme la réalité est pas forcément jolie, je vais pas essayer de l'aseptiser sous le couvert de la bienveillance ou je ne sais quoi. Il y a des problèmes, faut en parler. Bon, je ferai quand même quelques vannes, hein, mais voilà. Au passage, sans vous raconter ma vie, il y a moyen que je sois passé par certaines étapes que je vais aborder ici. Donc il y aura des moments où mon vécu va directement influencer ce que je vais dire. Vous inquiétez pas, hein, aujourd'hui je vais très bien, mais le chemin a été un petit peu sinueux, disons. À propos de cet imaginaire collectif, commençons par un petit test très simple. Fermez les yeux. Si je vous dis, imaginez un combattant de MMA, vous imaginez quoi? Normalement un mec assez balèze, puissant, bien taillé, discipliné, rigoureux, etc. Ok, maintenant si je vous dis d'imaginer un avocat, vous imaginez un joli fruit vert avec un gros noyau... merde, pardon, j'ai pas déjeuné. Non mais vous imaginez un mec ou une meuf bien sapée, costume, petite valise, pas mal d'années d'études au compteur, bon salaire, etc. Ok, maintenant si je vous dis d'imaginer un musicien. Aïe aïe aïe. Ah bah ouais, ça pique. Hein. Bon, je vais pas vous le décrire parce que c'est pas très beau. Alors vous allez me dire, oui, t'abuses, c'est des clichés, tous les musiciens sont pas dépressifs et précaires. Bah sauf qu'en fait, même s'il y a des exceptions, on n'est pas très loin de la réalité. Hein. Déjà parce que je l'ai vu autour de moi, ensuite parce que c'est largement admis dans l'industrie, suffit de voir les paroles de certains artistes, et pour ceux qui veulent vraiment être sûrs, je suis allé choper quelques enquêtes comme celle-ci absolument terrifiante de Arsena qui nous dit que 72% des professionnels du spectacle ont eu des symptômes dépressifs au cours des 2 dernières semaines précédant l'étude, ou encore que 18% des répondants ont pris de la cocaïne durant l'année en cours, ce qui est absolument énorme et dramatique. Et c'est pas les seuls, dans une étude faite au Royaume-Uni sur plus de 6000 musiciens, 1 sur 3 déclare aller mal. Chez les étudiants en musique, c'est 4 sur 10. Et en Suède, on monte à 73% des musiciens indés qui disent avoir souffert de troubles mentaux liés à leur travail. Chez les jeunes, c'est 80%. Dans l'ensemble, les chiffres varient, mais on s'en fout. On arrive toujours à peu près au même résultat. Les artistes vont pas hyper bien. Et le pire dans tout ça, c'est que plutôt que de condamner, on encourage, voire on adule. L'histoire du musicien torturé qui rencontre le succès, mais qui ne parvient pas à se défaire de ses démons qui transparaissent dans son art, est une histoire vue et revue, qui marche toujours autant, qui émeut toujours autant les foules, et qui fait toujours vendre autant d'albums. De Kurt Cobain à Lil Peep, les exemples d'artistes nourrissant ce mythe ne manquent pas, et incitent à la répétition de ce schéma de vie absolument merdique qu'est la fin de carrière par overdose. Et pour vous donner une idée de la gravité du truc, une étude a montré que les musiciens célèbres vivent en moyenne 4 à 6 ans de moins que ceux qui restent dans l'ombre, et que les carrières solo sont plus exposées que les groupes. Je parlais dans la vidéo précédente de l'importance des créations de l'homme ou des figures héroïques pour nourrir l'imaginaire collectif, là on est en plein dedans. Sauf qu'il y a strictement rien d'héroïque à mourir étouffé dans sa gerbe dans une chambre d'hôtel. Alors désolé si je suis un peu cru, mais vu comment on fantasme les vies de ces gens-là, je pense que c'est important de rappeler ce que c'est réellement que de mourir d'overdose. On est très loin d'une fin de gladiateur ou de résistant de la Seconde Guerre mondiale, ou encore d'une mort paisible après une belle et longue vie. Puis bon, y a pas que leur mort qui était moche, hein, parce que ces soi-disant héros étaient souvent des types qui frappaient leurs femmes et qui élevaient pas leurs gosses. On est quand même sur d'autres genres de figures héroïques que Zinedine Zidane ou Michael Jordan. Et je pense qu'il serait temps qu'on arrête de les prendre pour exemple. Bonjour Jackson. Alors ça n'enlève rien à la qualité de leur musique, hein. Je suis le premier à kiffer les Doors et Jimi Hendrix. Et pour passer rapidement là-dessus, je pense que ce serait absurde de dissocier l'homme de l'artiste. La folie et la mélancolie d'un Jim Morrison nourrissent l'émotion dans son interprétation et ses textes, et la compréhension du personnage donne plus de profondeur à sa musique. Mais c'est pas pour autant que c'était un type bien, ou qu'on devrait aspirer à avoir sa vie. Peut-être même l'idée la plus merdique du monde d'ailleurs.
Le problème, c'est qu'avec le temps, on a presque fait de cet aspect torturé un prérequis, presque une ligne à avoir sur son CV pour être un bon artiste. Il est pas rare que j'entende dans des conversations qu'on peut pas faire du bon art si on n'est pas mal dans sa peau. Alors je chie de toute mon âme sur cette opinion. Il y a une espèce de complaisance autour du fait d'aller mal et de se laisser aller, comme si ça faisait partie du packaging de l'artiste avec un DT770 et une Focusrite. En plus de ça, ça incite les jeunes qui aspirent à ces villas à tomber la tête la première dedans. Moi je me souviens quand j'étais au lycée, il y en a qui étaient à fond dans le délire sexe, drugs, rock'n'roll, Kurt Cobain, machin. Bon alors les plus intelligents ont vite compris que c'était pas un parcours de vie très ambitieux. Par contre il y en a pour qui ça a pas très bien fini malheureusement. J'ai même une anecdote d'un type avec qui j'avais un peu joué qui s'était fait virer de l'école de musique parce qu'il se mettait des énormes mines pendant les répétitions alors qu'on devait avoir 16 ans. Bref, merci Kurt Cobain. Et quand tu regardes les causes de décès de toute une génération de jeunes artistes, t'as un nombre effarant de suicides, d'overdoses, d'homicides liés à des histoires de drogue, de prescription ou de réseau. Dans certains genres, ça représente plus de 50% des morts. C'est pas un cliché, c'est un vrai drame qui est bien réel. Ce mythe du musicien dépressif et drogué vivant en marge de la société ne date pas d'hier. Vous savez que j'aime bien remettre un peu de contexte et d'histoire dans mes vidéos, et celle-ci n'y échappera pas. Avant le XXe siècle, la plupart des musiciens sont des gens très éduqués, provenant ou gravitant autour de la noblesse. On a des exemples de personnes pas du tout torturées, ayant mené des vies longues et stables, comme ce bon vieux Jean-Sébastien Bach. Bon, il y a aussi des contre-exemples comme Mozart, même si ça a été pas mal romancé derrière. De toute façon, vu qu'à cette époque-là, la musique était plutôt un art élitiste, je pense que c'était compliqué d'être sur scène avec 4 grammes dans chaque bras, ce serait pas ultra respectueux pour le chef d'orchestre, bref. Côté peinture, littérature, poésie, bon, il y a un peu de tout. On a déjà quelques représentations d'artistes torturés qui font fantasmer la populace, mais on a aussi et surtout beaucoup de personnes très instruites qui mènent des vies saines et équilibrées, avec un curseur, disons, plutôt du côté du sage que du fou. Bien qu'on puisse être un savant mélange des deux, j'en suis la preuve vivante. Je pensais pas que j'allais me saucer dans cette vidéo, mais bon. Même si ça varie au cours des époques, globalement l'artiste est quelqu'un de respecté et d'adulé. Mais c'est au cours du XXe siècle que ça va vraiment partir en couille. Faut que j'essaye d'être moins vulgaire, hein. Mais je pense que vous sentez que c'est un sujet qui me tend et j'ai l'insulte facile, donc bon allez, je vais faire gaffe. Le Star System va nous chier ses premières merdes humaines dès le début du XXe siècle, en mettant malheureusement des hommes face à des tentations auxquelles ils sombrent facilement. Argent, cul, drogue. Avant la guerre, ça va, mais dès les années 50, on va avoir des premiers junkies, et donc des premiers décès pas très glamour. Charlie Parker, Elvis Presley. Charlie Parker, génie du sax totalement accro à l'héroïne et à l'alcool, meurt à 34 ans dans l'appartement d'une amie. Elvis Presley, complètement détruit par les amphètes, les antidouleurs, la bouffe et l'isolement, meurt à 42 ans sur ses chiottes. On est en plein dans les débuts de la starification des artistes, et là on commence à se rendre compte d'un truc. Les gens adorent les histoires horribles d'artistes qui sombrent dans la mélancolie et finissent leur jour tragiquement et prématurément dans des circonstances effroyables. À l'époque, les labels ferment les yeux, les fans ferment les yeux, et on laisse des mecs se détruire en direct. Puis arrivent les années 70 et 80, et là c'est le festival, tout le monde plane complètement, parce que c'est cool, parce que ça colle à l'image de l'artiste libre, et évidemment, tout le monde clams. C'est qui est mort? On se retrouve avec toute une génération d'artistes qui meurent à moins de 30 ans, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Ils aident à fonder le mythe du Club des 27, de l'image totalement décadente de l'artiste, et nourrissent l'imaginaire commun et les fantasmes de l'être humain moyen. Ce qui est dommage, c'est qu'on parle moins des artistes qui ont perduré et continuent d'être créatifs au travers de vies beaucoup plus saines, des mecs comme Paul McCartney, Phil Collins ou Sting, qui ont continué de nous délivrer du superbe boulot au cours des décennies suivantes, devenant des exemples bien plus inspirants qu'un type comme Sid Vicious. Mais bon, ça crée moins d'émotions et ça vend moins, je comprends. Par la suite, les artistes vont perpétuer cette vision et ce mythe au travers de leurs paroles et de leur image publique, à plus ou moins haute dose. Bien sûr, l'art restera toujours lié à certaines émotions négatives et certaines pratiques déviantes par son caractère cathartique et exutoire, mais pour moi il y a une vraie différence entre raconter des choses et en faire l'apologie. D'ailleurs, la plupart des artistes ne font pas toujours l'apologie de leur mode de vie, c'est au contraire l'interprétation de l'industrie et du public qui en font des figures inspirantes, voire des exemples à suivre. Et cette lecture-là est ultra dangereuse, parce qu'on valorise des trajectoires qu'on devrait prendre comme des alertes. Un mec qui parle de sa dépression ou de sa dépendance, c'est pas un guide, c'est un signal. Mais on en fait une légende. Un truc qu'on oublie de pointer et sur lequel je reviendrai plus tard, c'est que beaucoup d'artistes rencontrant du succès aujourd'hui ont un mode de vie impeccable.
En réalité, il n'y a plus trop de Amy Winehouse ou de Ian Curtis. On a eu une dernière vague tragique dans les années 2000, mais aujourd'hui la majorité des artistes qui durent ont une hygiène de vie ultra clean. Mais on le met pas encore assez en valeur, sans doute parce que ça suscite moins d'émotions, alors que c'est d'une importance capitale pour renverser le narratif. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire avec cette vidéo au cas où vous n'ayez pas remarqué. En réalité, encore aujourd'hui, beaucoup d'artistes ont peur de perdre leur génie en vivant une vie meilleure. Si vous voulez mon avis, c'est surtout une bonne excuse pour se complaire dans sa souffrance. Et malgré le nombre croissant de contre-exemples, pour l'être humain moyen, l'artiste est encore un marginal, souvent drogué ou dépressif, qui prend à la société plus qu'il ne lui donne. Ce cliché, bien qu'un poil exagéré, surtout avec ce que je viens de dire, est loin, mais alors très loin de venir de cas isolés ou de la mauvaise foi humaine. Avec le temps, ce mythe s'est nourri de lui-même et incite encore et toujours des jeunes de plus en plus exposés à tomber dans l'addiction et la souffrance, pensant à tort, comme on va le voir, que ces attributs pas très glorieux leur permettront de mener une vie héroïque et trépidante. Bon, je m'arrête dans mon récit pour vous demander gentiment, très gentiment, un abonnement, un like et pourquoi pas un commentaire. À mon échelle, c'est super important et chaque action compte. Donc là, j'essaye de faire quelque chose de bien. Bref, on s'y remet. Bon, mettons les mains dans le cambouis. Est-ce que la prise de psychotropes améliore vraiment la création musicale? Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Déjà, on peut mettre en opposition deux profils en réalité très différents. Le rocker des années 70, qui avait juste à prendre sa guitare et gratter ses 4 accords, n'a absolument rien à voir avec le compositeur moderne. À l'époque, les compétences liées à la carrière musicale sont extrêmement fragmentées. Le musicien écrit, le producteur produit, l'ingé son mix, le label fait la promo, c'est rare qu'un seul humain fasse tout. Aujourd'hui, la plupart des artistes indépendants doivent assumer tous ces rôles en même temps, en plus de gérer leur image, leur réseau et leur communication. Bref, je ferai pas l'affront de dire que les musiciens de l'époque n'avaient aucun talent, mais ce qui est sûr, c'est que le métier a changé. Le football, il a changé. Et si les idées sont toujours aussi importantes, l'exécution, elle, est devenue beaucoup plus rigoureuse et beaucoup moins permissive. Pour traduire ce que je viens de dire pour les plus cons d'entre vous, essayez de faire un mix avec 4 grammes dans chaque bras, on verra si quelque chose d'agréable à écouter en ressort. Encore une fois, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais bon, faut bien le faire. Les études neuroscientifiques montrent que la consommation de psychotropes affecte directement les fonctions exécutives du cerveau, la mémoire de travail, la planification, la concentration, et donc tout ce qui fait qu'un son sort bien, qu'un arrangement tient debout ou qu'un live se passe sans accroc. En fait, on sait aujourd'hui que la plupart des substances perturbent les mécanismes de rétrocontrôle et d'évaluation. Ce qui veut dire que vous avez l'impression de faire un truc génial, mais en fait c'est probablement de la merde. Le public, lui, ne prend pas la drogue avec vous. C'est nul. Ce que les substances apportent réellement. Une modification de votre fil sensoriel. Vous n'avez pas forcément une meilleure idée, vous avez juste une idée différente, factuellement. Ça ne stimule pas la créativité, ça altère vos sensations. Alors je peux comprendre qu'on puisse se dire, je vais tester pour voir ce que ça fait, bon, admettons. Mais faut juste se rappeler d'un truc, c'est pas gratuit, vous allez vous faire du mal. Est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Pour caricaturer, c'est comme si vous me disiez, oui, je vais me couper le bras pour savoir ce que ça fait d'être manchot. Bon bah vous allez peut-être vous coucher avec une meilleure compréhension des manchots, mais bon, il vous manque un bras quand même, attention. Sauf que ça, c'est pour la partie inspiration, idée, etc. L'exécution, soit le moment où vous allez matérialiser votre idée dans le monde réel, ça demande de la compétence, de la concentration et de la clarté mentale. Et commencez pas avec vos ouais man, moi la musique, je la ressens. Yeah man, big up the man called up the youth them from Leslie Latia the first. I and I some fella got one the place, big up the man called Original Vega, brace up the fire. Walk one. Pardon? Essayez de dessiner la tour Eiffel sous acide et on regarde ce que ça donne. Encore une fois, oui, si vous avez juste à jouer 4 accords, que vous êtes dans une époque où les standards de qualité sont très bas, et qu'en plus de ça, il n'y a aucune concurrence parce que personne n'a de home studio, peut-être que vous pouvez faire votre session d'enregistrement un peu défoncée. Mais pour affronter le marché actuel, vaut mieux être en pleine possession de ses moyens. Vous pouvez pas vous permettre de sortir un album mal mixé tous les 5 ans et de vivre là-dessus. C'est plus possible, ça n'existe plus tout simplement. Et le cerveau, c'est comme une machine. Mieux vous l'entretenez, mieux ça tourne. Si vous commencez à foutre n'importe quoi dedans, vous allez le payer tôt ou tard. Et c'est pas moi qui le dis, les études sur les artistes montrent que les consommations régulières de cannabis, d'alcool ou de stimulants sont associées à une baisse de la mémoire de travail, une instabilité émotionnelle plus forte et à une difficulté à maintenir l'attention. Donc à peu près tout ce qu'il faut pour faire de la bonne musique.
Pour ce qui est de cette croyance qu'il faut souffrir pour faire du bon art, bon déjà si vous êtes en dépression, il y a de fortes chances pour que vous ayez pas envie de créer quoi que ce soit. Vous allez peut-être préférer jouer à un jeu vidéo, regarder un film, en tout cas faire un truc qui demande un peu moins d'investissement. Ensuite, de mon expérience et de celle d'autres personnes, c'est plutôt des vases communicants, c'est-à-dire qu'on va justement transformer ces émotions négatives en art dans le but d'être plus heureux au quotidien. Vous voyez, il y a des personnes qui extériorisent en hurlant au volant, en tapant dans les murs ou sur leur gosse, nous on préfère le faire en créant de jolies choses. C'est censé être quelque chose de sain. Pour faire même un peu de sémantique, à travers l'art on transmet de l'émotion et la caractéristique principale d'une émotion, c'est qu'elle est temporaire. C'est un signal que l'on interprète puis qui disparaît, à l'inverse d'un état, comme par exemple un état de souffrance ou un burn-out, duquel il est difficile de tirer quoi que ce soit de positif. Et c'est confirmé, les artistes en situation de dépression chronique produisent en moyenne moins, sortent moins de morceaux et abandonnent plus souvent leurs projets. Donc non, c'est pas un moteur, c'est un frein. On peut très bien être heureux et équilibré et ressentir parfois de la mélancolie, de la nostalgie ou de la tristesse que l'on peut derrière transformer en art. D'ailleurs, cette émotion transformée n'est en aucun cas obligée d'être dramatique à souhait, on peut parfois transmettre de la joie, du bien-être ou simplement de l'énergie. Pour vous donner mon exemple, je pense être quelqu'un d'assez relax, je fais des blagues, je m'énerve pas souvent. Pourtant, j'ai pas mal de noirceur en moi que j'aime exprimer dans ma musique, qui peut parfois être très violente. Bon l'un n'empêche pas l'autre, on peut avoir plusieurs facettes. Bon, je vous ai parlé de la création artistique pure, mais faut aussi qu'on parle du reste. Aujourd'hui, être artiste, ce n'est pas seulement créer de l'art, c'est aussi l'interpréter, le promouvoir, le mettre en valeur. Je vais pas vous refaire ici la liste des compétences à avoir pour réussir dans la musique, ou ne serait-ce que pour voir un peu le jour. Rien que si on regarde les tournées, le nombre de dates a mais alors drastiquement augmenté depuis les années 60-70. Il n'est pas rare qu'un artiste doive performer plusieurs fois par semaine, le tout avec des trajets plus ou moins longs, du jet lag, du stress, et ça demande une condition physique impeccable. Si vous êtes crevé ou en proie au doute, vous êtes foutu, terminé. La comparaison est un peu extrême, mais comment vous croyez que LeBron James arrive à claquer un match tous les 2 jours depuis 20 piges? Je pense pas qu'en s'enfilant une bouteille de Jack Daniels par jour comme Lemmy, il tiendrait le niveau. D'ailleurs, Lemmy a fini par mourir. Que vous soyez DJ, danseur ou humoriste, c'est la même. Si vous voulez en faire votre vie, il va falloir performer. Et pour performer, vous devez être dans la meilleure condition possible. Il n'y a pas que la fréquence des représentations qui a augmenté, en fait toutes les fréquences ont augmenté. Les releases, les apparitions publiques. Aujourd'hui la concurrence est telle qu'il faut en faire plus que tout le monde toute l'année. L'addiction et la maladie viennent apporter du chaos dans un système qui doit être constant et délivré continuellement. Et ne sont donc absolument pas des options viables pour le bon déroulement d'une carrière. Bref, vous l'avez compris, même si ce cliché de l'artiste en souffrance est devenu avec les années une soi-disant voie empruntée, c'est un leurre absolu. Une relique, un fantasme d'une époque qui n'a absolument rien à voir avec celle qu'on vit aujourd'hui. Et je vais même remuer le couteau dans la plaie, c'est une solution de facilité. Comme si être mal dans votre peau et vous laisser tomber allait être plus efficace que de passer des heures et des heures à bosser, à devenir le plus compétent possible et à peaufiner votre art. C'est tellement plus simple de choisir de rester médiocre. C'est accessible dès le début. Alors que faire du bon art, savoir gérer une carrière, être constant, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, mais ça rend fier aussi. Regardez les artistes qui réussissent aujourd'hui. Quel profil ils ont? Vous en voyez beaucoup des types tout pâles, prêts à crever au moindre pépin, à moitié présents, instables? Non, que ce soit chez les meufs ou chez les mecs, c'est que des brutes. Que des gens qui savent bosser, carrés, solides, courageux, en place. Et c'est à ça que vous devez aspirer. Alors oui, de temps en temps, il y en a un qui a la bonne idée de se foutre en l'air, et les médias sautent sur l'occasion pour nous resservir, le temps d'une histoire, ce faux héros mythologique qu'est l'artiste en souffrance. Mais le reste du temps, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui font le taf. Et ceux qui sombrent, ils sombrent souvent après avoir percé. Et quand ils sombrent, ils font plus rien d'intéressant. Et ça, c'est pour ceux qu'on voit. Parce qu'à votre avis, il y en a combien qu'on voit pas? Vous pensez qu'on a perdu combien de bons artistes? Combien d'albums, combien de films, combien de morceaux, juste parce que les gens se sont laissés aller, qu'ils n'ont pas réussi à aller au bout, qu'ils se sont perdus dans la dépression et l'addiction avant de transformer quoi que ce soit. Peut-être même que vous, là, qui m'écoutez, vous avez une proposition artistique incroyable, mais que, noyé dans votre souffrance, vous êtes incapable de lui donner vie. Et on s'en retrouve privé. Quel gâchis. Alors arrêtons de glorifier la souffrance et de banaliser l'addiction. Non, y a rien de cool à pas voir le soleil, à n'avoir aucune vie sociale, à enfumer les studios et à crever d'overdose à 30 ans. Y a rien de cool à être dans un état lamentable, à se faire du mal à soi-même et à ses proches. La dépression, l'addiction, tout ça, ça pue la merde, c'est naze, arrêtez. Et vous savez quoi, je vais mettre ma pierre à l'édifice. Moi je suis artiste, pourtant je fais du sport 4 à 6 fois par semaine, ma moyenne de pas c'est 17 000, je vais l'afficher à l'écran comme ça vous me croyez.
Je fume pas, je me couche pas à 4h du mat, et c'est pas ringard, c'est cool. Ça me permet de créer ce que je veux, quand j'en ai envie, d'être fier de moi et d'être heureux. Et ouais, je veux que ça devienne cool. Je veux que dans les prochaines années, tout le monde ait envie de devenir un putain de Cristiano Ronaldo de la musique. Je veux que ça devienne stylé d'avoir une santé de boss. Je veux que dans les studios, plutôt que de complimenter le pilon du voisin, on parle de biohacking et d'optimisation du sommeil. Je veux qu'on foute en l'air pour de bon cette image dégueulasse que les artistes se sont créés eux-mêmes, en s'imaginant que c'est enviable d'être un déchet ambulant. Et pour transformer la masse, faut d'abord transformer l'individu. Faut que ça vienne de tout le monde. Donc si vous êtes artiste, que vous avez des potes artistes, plutôt que vous démonter la gueule ensemble, commencez à vous motiver, à pourquoi pas faire du sport ensemble, à prendre soin les uns des autres, à vous tirer vers le haut. Bon, il est temps de conclure cette vidéo. Je vais pas vous faire de grandes envolées philosophiques comme d'habitude, simplement vous dire une chose, je suis pas là pour vous faire la morale. J'ai moi-même eu mes propres contretemps et il ne me viendrait jamais à l'idée de mépriser des gens qui traversent une mauvaise période. Cette vidéo est là pour vous mettre en garde, pour vous ouvrir les yeux, que vous ayez 15, 20 ou 30 ans, si vous êtes sur le chemin tortueux de l'artiste torturé et que vous pensez que ça vous mène quelque part, vous êtes dans le faux, vous êtes dans le fantasme, vous vous mentez à vous-même. Sortez-vous les doigts, sortez-vous de là, trouvez un autre moyen de faire. Et j'espère sincèrement que si un ou une adolescente regarde cette vidéo, nourrie au mythe de l'artiste décadent des années 70-80, et qu'il ou elle se reconnaît quelque part dans ce discours, il n'est pas trop tard pour comprendre que c'est ridicule, que c'est une chimère, et qu'il existe de bien meilleurs modèles dans la vie que Kurt Cobain ou Janis Joplin. Aspirez à être en bonne santé, aspirez à être heureux, peu importe qui vous prenez en exemple. Oubliez le reste, vous n'avez pas envie de souffrir, souffrir c'est nul, et ce sera le mot de la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, laisser un like et un commentaire, voire carrément la partager à quelqu'un que ça pourrait aider, le but étant ici principalement d'améliorer les choses à ma petite échelle. Si vous voulez du contenu plus technique sur la prod, le sound design, etc., vous pouvez me suivre sur Instagram. Et si vous voulez aller plus loin et investir sur vous-même, je propose des services et des formations sur mon site, tous les liens sont en description. C'était Swander, bisous.